Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'algorithmie. Nous allons aborder ensemble un des algorithmes de recherche et pas n'importe lequel, puisque nous allons voir ensemble un algorithme qui est plutôt performant et qui s'appelle la recherche binaire ou alors recherche par dichotomie. C'est peut-être un terme que vous pourrez rencontrer. Et le terme anglais, donc c'est binary search. Et c'est un algorithme qu'on utilise assez régulièrement, qui est repris en partie ou alors complètement par certains autres algorithmes ou certains langages. Et on va regarder un petit peu, écrire le pseudocode pour voir un petit peu comment que ça se passe. Alors il y a quelques règles à respecter déjà, en tout cas une règle principale à respecter pour ce type de recherche, parce que je vais vous expliquer un petit peu en détail par la suite, c'est que ce type de recherche fonctionne sur en tout cas une collection qui va être triée. Alors quand je parle de collection, ça peut être un tableau, une liste, tout élément en fait, on va dire tout conteneur qui peut contenir plusieurs valeurs, mais ces valeurs devront être triées. Donc très important, donc je vais mettre sur une collection triée, vous comprenez. Ça, c'est le point plus important. Si ce n'est pas sur un ensemble d'éléments qui sont triés, eh bien, ce type de recherche ne fonctionnera pas. Il faudra vous orienter vers d'autres algorithmes. La différence de cet algorithme, la recherche binaire, par rapport à une recherche classique, donc quand on parle de recherche classique, par exemple, ça va être une recherche séquentielle, une recherche linéaire, c'est-à-dire qu'on va parcourir en fait les éléments du premier jusqu'au dernier, jusqu'à trouver l'élément que l'on veut, et donc vérifier s'il a été trouvé dans la collection ou pas. Et bien ici, on va procéder par division, d'accord. On va en fait partir sur le centre, plus ou moins bien sûr, de la collection, pour voir si ça correspond à la valeur que l'on recherche. Et comme nous sommes dans une collection qui est censée être triée, eh bien si la valeur est inférieure ou supérieure par rapport à celle que l'on recherche, on va orienter la recherche finalement sur la première moitié de la collection ou alors la seconde. Et ainsi de suite, jusqu'à tomber éventuellement sur la valeur que l'on cherche, voire de ne jamais la trouver, et dans ce cas-là, d'indiquer que la valeur ne fait pas partie de cette collection. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Je vous montrerai avec un petit schéma. Je vous ai préparé justement un petit schéma là pour pouvoir vous montrer un petit peu, on va dire, l'exécution de l'algorithme. C'est pas très compliqué, mais je sais que ça peut aider certains pour y voir un petit peu plus clair. Donc c'est un petit peu comment que ça va se passer. Alors justement, ce qu'on va faire, on va même partir déjà sur le schéma ici. Je vais vous noter ça directement. On va partir sur un tableau, une liste, encore une fois, ça c'est vous qui voyez selon le langage de programmation, qui va contenir des valeurs croissantes, donc des valeurs triées. Si elles étaient décroissantes, forcément on inversera certaines opérations dans l'algorithme, mais le but c'est que ce soit trié. Donc par exemple ici je vais prendre donc 3, on va mettre 8, 16, 17, 21, 33 et 40 tout pile. Voilà. On va prendre ces valeurs-là par exemple, d'accord. Comme je vous le disais, le principe ça va être travailler sur une partie d'abord et ensuite une partie donc à la moitié. Alors pour être plus clair, on va juste repartir sur autre chose. Hop, partir là. On va considérer que ça, bien évidemment, c'est l'ensemble de la recherche qu'on veut effectuer. Ça va de soi. Donc comme c'est l'ensemble de ce qu'on veut rechercher, on va partir du principe qu'on a bien sûr l'indice de début, notre collection, d'accord. Donc c'est le début. Et on va avoir bien sûr la fin, puisqu'on fait une recherche en fait au départ complète. Et à partir de là, avec un petit calcul qu'on verra très simplement, on s'arrange pour récupérer environ l'indice du milieu. Alors ça peut pas forcément tomber tout pile au centre si on a des éléments pairs, mais peu importe. Donc là, bon, ils sont impairs, donc on aura le milieu en question. Et on va avoir cette valeur-là, ce qui nous intéresse. Ce qu'on fera, c'est qu'on va comparer, justement, la valeur qui est à l'indice, à cet indice-là, dans notre collection, avec la valeur que l'on cherche. Donc finalement, est-ce que la valeur que l'on cherche, elle est ici? Si elle est là, c'est bon, on a trouvé l'élément, donc on a eu du bol, c'était exactement à cet endroit-là. Et sinon, comme je vous ai dit, si la valeur est inférieure, eh bien on va plutôt se concentrer sur cette partie du tableau. Donc on va en réalité donc toujours garder le début, mais en fait le milieu, on va finalement le déplacer. D'accord, on va passer sur milieu moins 1, et on fera donc un déplacement pour la partie de fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire qu'on fait maintenant une recherche entre ce début et cette fin-là, mais on fera une recherche entre ce début et finalement cette fin-là. Donc vous voyez, on réduit un petit peu le champ en question. Et à l'inverse, si la valeur que l'on recherche finalement est supérieure, eh bien le début sera cette fois-ci ici. Et on fera donc une recherche entre ce sous-tableau là. Voilà un petit peu comment que ça se passera. Donc on va réduire jusqu'à éventuellement tomber sur la bonne valeur. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous ai dit, on indiquera simplement que la valeur n'a pas été trouvée. Peut très bien ne pas avoir été trouvée. Donc vous comprenez l'importance d'avoir quelque chose qui est trié, évidemment, parce qu'on va se baser justement sur ce tri
pour pouvoir savoir si on doit plutôt arriver à la partie d'avant de la collection ou la partie d'après. Si les éléments n'étaient pas triés, on ne pourrait absolument pas procéder comme ça, ou en tout cas on n'aurait pas un algorithme qui est fonctionnel. Donc si on a des éléments pas triés, on a d'autres algorithmes, la recherche la plus longue, la recherche linéaire. Donc encore une fois, c'est tu vas du début à la fin, donc tu vérifies est-ce que cette valeur, voilà, est-ce que cette valeur-ci est celle que l'on recherche. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est celle-ci? Et voyez, on se déplace, on parcourt l'ensemble jusqu'à arriver au bout et espérer effectivement trouver la valeur. Donc forcément, vous comprenez qu'en termes de complexité algorithmique, si la valeur que vous cherchez déjà n'existe pas, vous allez devoir parcourir toute la collection. Donc si vous avez 1 million de valeurs, vous allez parcourir 1 million de valeurs. Si elle est plutôt vers la fin de la collection, vous allez en parcourir beaucoup aussi. Donc ça peut être vraiment très long. En revanche, la recherche binaire, l'avantage c'est qu'on a une complexité en au logarithme de n. Donc si vous n'êtes pas très bon en maths, c'est pas grave du tout. Simplement comprendre qu'évidemment, vous voyez, on travaille toujours sur des réductions au niveau de la collection. On ne travaille pas tout le temps sur l'ensemble. On prend le centre, quel qu'il soit, et à partir de là, on réduit. On dit plutôt la première moitié ou la seconde. Et ensuite, à partir de là, même chose. On prend le centre du nouveau tableau, finalement, du sous-tableau ou de la sous-collection. On prend le milieu. Si c'est inférieur, on prend cette fois-ci la première partie du sous-tableau, ou sinon la deuxième. Et ainsi de suite. Donc ça fait qu'à chaque itération, finalement, tant que vous ne trouvez pas en tout cas l'élément, vous allez toujours réduire en fait le nombre d'éléments que vous avez. Donc évidemment, on va se retrouver avec une complexité logarithmique en n, et n bien évidemment c'est le nombre d'éléments de votre tableau. Donc plus vous avez d'éléments de tableau, et plus ici la valeur sera plus importante, mais logarithme évidemment on ne se retrouve pas à quelque chose qui est extrêmement croissant à chaque fois, et donc avec finalement une exécution algorithmique qui serait très long, et donc inefficace. Mais sous couvert bien évidemment, comme je vous l'ai dit, d'avoir une collection d'éléments qui sont triés, ça c'est obligatoire, sinon il faut forcément s'orienter vers autre chose. Voilà pour ce petit schéma, on reviendra éventuellement dessus, mais je vous ai expliqué finalement le plus important par ici. Donc on va passer au niveau de l'algorithme, et je vais vous montrer deux manières de faire. L'algorithme de manière itérative, donc c'est la manière finalement la plus classique, la plus courante de faire, et ensuite l'algorithme de manière récursive, c'est-à-dire la fonction qui peut s'appeler elle-même, en n'oubliant pas un point d'arrêt, sinon on aura évidemment quelque chose qui tourne en boucle, pour voir un petit peu les deux possibilités. Et bien évidemment, pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez dans la description de la vidéo, alors déjà le memento pour le pseudocode, si jamais vous vous souvenez pas du pseudocode que j'ai utilisé, ou que j'utilise en tout cas pour les vidéos d'algorithmie, et aussi quelques exemples d'implémentation dans quelques langages de programmation. Comme ça, vous verrez. Je ne serai pas forcément obligé de le faire, mais de temps en temps, je vous le fais, et ça permet comme ça de voir que on partira d'un algorithme qu'on va écrire ici en pseudocode. Et bien évidemment, l'intérêt derrière, c'est quand vous l'adaptez à un langage, utiliser au maximum les fonctionnalités du langage. Par exemple, on va principalement travailler avec des retours de code d'erreur, mais si on est dans un langage qui a un système d'exception, on va favoriser l'usage d'exceptions plutôt que de retourner des -1 ou des valeurs par rapport à ça. Donc bien évidemment, ne vous cantonnez jamais aux algorithmes qu'on peut noter. C'est une version, on va dire, globale, c'est-à-dire qui fonctionne en fait avec tous les langages de programmation, mais après vous avez tout intérêt à adapter ces derniers au langage en question en utilisant au maximum ces fonctionnalités pour évidemment rendre tout cela un peu plus efficace. Voyons un petit peu, comment ça se passe déjà de manière itérative. Donc je vais mettre recherche binaire itérative. Voilà. Ensuite éventuellement on aura la recherche binaire récursive. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, voyons voir tout ça. Les différents éléments qu'on va avoir, dont on va avoir besoin pour ça. Au niveau de la recherche, comme je vous l'ai dit, on a forcément de toute façon un tableau qui est trié, donc c'est ce qu'on passera en paramètre de cette fonction, parce qu'on va écrire une fonction ici en l'occurrence. Encore une fois, peut-être que sur un autre langage, ça deviendra une procédure, il n'y aura rien à retourner, à vous de voir, mais on aura en tout cas une fonction, et ensuite la valeur à rechercher. Donc on va marquer cette fonction directement, je vais le noter ici, fonction recherche binaire. On va passer notre collection, ici on va faire une collection d'entiers, ça fonctionne très bien, mais bien sûr si on avait un autre type, on aurait un système pour pouvoir comparer chaque valeur. Donc ça vous le savez, si vous êtes dans des langages plus modernes comme Java, C#, etc., comme on compare par exemple des types personnalisés, et donc de pouvoir effectuer un tri, on pourrait très bien avoir un tableau, donc une collection de personnes, une collection de je ne sais quoi, pas forcément des valeurs simples comme des entiers. Donc nous on va partir là-dessus. Je vais mettre collection, je vais appeler ça collection. Comme ça au moins c'est vraiment global. Voilà. Collection c'est un conteneur, c'est un tableau, une structure de données, enfin une liste, un tableau, c'est vous qui voyez, de quelque chose qui peut être trié. Et ensuite
la valeur bien sûr que l'on recherche. Voilà. Donc c'est pas très long comme algorithme, vous allez voir, c'est pour ça que là je fais les deux versions, itérative, récursive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à écrire, donc ça va être assez court, mine de rien, en termes d'algorithme. On va avoir ça, et on est dans la fonction. Ici, on va avoir besoin de récupérer déjà l'indice de début, parce que de savoir par où commence ce dernier-là. Moi je vais travailler un maximum avec des variables, parce qu'encore une fois ça auto-documente le code, ça évite d'avoir des valeurs littérales marquées en plein dans le code. Et en passant par des variables, on peut utiliser leur nommage en tout cas pour savoir ce qu'on manipule. Donc on y va. Indice, je vais appeler ça indice début. On peut appeler ça comme on veut, mais je vais appeler ça indice début. Je préfère avoir des termes plus explicites. On commence à 0, puisque généralement en programmation, le premier indice d'une collection, c'est l'indice 0. Si vous êtes amené à utiliser un langage où ça commence à 1, bah vous adaptez bien évidemment. C'est ce que je vous disais. Mais là, on va partir à 0. Ensuite, il me faut le milieu. Rappelez-vous ce que je vous dis tout à l'heure. Le but étant de récupérer voilà, l'indice du milieu, d'accord, de notre collection. Donc là, le calcul est très simple. Vous partez sur... Alors, on va plutôt même d'ailleurs partir sur... C'est pas l'indice de milieu que je veux, on va partir sur l'indice de fin, pardon. Je vais aller trop vite. On va déjà prendre la fin du tableau. Ici, on va supposer, puisqu'encore une fois, c'est le but en algorithmique, qu'on fait en sorte de récupérer la longueur de collection. D'accord ? Donc le nombre d'éléments faits de collection. Donc ça, selon le langage de programmation, c'est une fonction qui existe déjà. Si elle n'existe pas, ce sera à vous de l'écrire. Mais encore une fois, on est en algorithme ici de toute façon, donc on comprend un petit peu ce que ça fait. Et comme l'indice commence à 0, on n'oublie pas de retirer pour prendre en compte le nombre correct. En tout cas par rapport à l'indice de fin. Voilà, nous avons nos deux bornes. C'est-à-dire que là, et je ne parle pas d'Elisabeth, nous avons, donc je vais renoter ici, ceci. Hop, parce qu'en plus je bascule entre le clavier, la tablette et j'ai le micro devant. Donc c'est toujours pas des plus pratiques. Donc, indice début, ok. Et l'indice de fin, donc moins 1, on se retrouve ici. Donc là vraiment je prends le temps pour vous expliquer tout ça, c'est important. Voilà. Indice début, indice de fin. Donc on est d'accord, on a la totalité on a une fourchette sur l'ensemble de la collection, du premier au dernier élément. Une fois qu'on a ces valeurs-là, nos variables sont prêtes par rapport à ce qu'on veut faire. On va donc faire, tant que, je rajoute le fin tant que, indice de début est inférieur ou égal à l'indice de fin, parce qu'on pourrait très bien avoir les deux indices qui sont égaux, et donc en fait on ferait une recherche directement sur cette valeur, ce serait la dernière valeur à chercher avant de dire, eh bien on n'a pas trouvé en fait la valeur qu'on cherchait dans cette collection. Faire, et l'algorithme va se dérouler à ce niveau-là. Ici, il nous faut l'indice de milieu. L'indice du milieu, pardon. Qui est donc recalculé à chaque fois. C'est pour ça qu'il est dans la boucle, c'est normal. Parce qu'il ne me dit pas que le tableau va changer. Au départ, on a la totalité de la collection. Et ensuite, si on doit refaire des itérations, eh bien, on aura un sous-tableau, et un sous-tableau d'un sous-tableau, et ainsi de suite, jusqu'à être au dernier élément. Il ne reste plus qu'un seul élément finalement, donc un tableau d'une seule valeur. Et si vraiment elle n'est pas bonne, eh bien, c'est que nous n'avons pas trouvé la valeur qu'on recherchait. Donc là, calcul très simple. C'est indice de début plus indice de fin divisé par 2. Ça va permettre d'obtenir l'indice du milieu. Donc là, si je prends ici, on est à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Donc ça va faire 0 plus 6 divisé par 2, et on aura donc 0, 1, 2, 3. Donc vous voyez qu'on tombe bien sur le milieu. Alors ici, c'est impair, donc ça tombe bien, évidemment. Sinon, vous tomberez sur une valeur entière, parce qu'on n'est pas sur des valeurs décimales, donc on sera éventuellement un petit peu avant, mais c'est pas grave, ça ne changera rien. Donc là, milieu, je me note M1, je ne vais pas noter tout le nom complet, vous avez compris. Le milieu est ici. Donc comme ça, nous avons ça. Ok, on a la valeur du milieu. Maintenant, tout va fonctionner par un ensemble de conditions, tout simplement. Donc si quelque chose, sinon, sinon, je fais ça pour pas en oublier la moitié, comme là je dois tout noter. Voilà. Première condition. On vérifie si la valeur, donc à l'indice de milieu, est celle que l'on recherche. Donc tout simplement, si dans ma collection,
à l'indice qu'on a ici, c'est bien la valeur recherchée. Alors, c'est terminé. On a eu de la chance, tomber sur celle-ci. On retourne donc cet indice. Alors là, je fais le choix, d'accord, pour cet algorithme qui retourne en fait l'indice où on se trouve. Certains algorithmes, parce qu'encore une fois, on peut toujours adapter un algorithme, c'est pas marqué dans le marbre, on pourrait très bien se dire, on retourne finalement la valeur, ce qui n'a pas beaucoup de sens, puisque en réalité, vous l'avez là. Donc forcément, si vous l'avez trouvé, vous avez déjà quelle valeur fallait retourner. Certains pourraient même afficher, moi je pars du principe que cette fonction, son rôle c'est de faire une recherche, c'est pas d'afficher, d'accord, de faire de l'affichage ou autre. Donc pour moi, ce qui me semble le plus logique, c'est de retourner l'indice, d'accord, dans lequel on a trouvé, donc l'occurrence, en fait, la première occurrence rencontrée. Et après, c'est en amont, là où vous avez appelé cette fonction, que vous pourrez faire vos conditions et voir si vous affichez quelque chose en fonction, ou même carrément afficher l'indice sur lequel l'élément a été trouvé. Donc le mieux, ça me semble plus logique de retourner l'indice directement. Donc on fait ça et ce serait terminé, d'accord? On aurait vraiment terminé ce calcul-là. Sinon si, collection de indice de milieu est inférieure à valeur. Donc c'est-à-dire si ça, c'est inférieur à la valeur qu'on recherche, c'est-à-dire que la valeur, elle serait plutôt là, et bien évidemment, les choses vont bouger. Donc on va aller ici. On va faire, non pas ça, ça on le fera après, l'indice de début va être déplacé. Donc il va devenir indice de milieu plus 1. C'est-à-dire, donc je vais revenir ici, ici. Donc ce sera plus du tout là. Voilà. Et vous voyez qu'on passe bien sur le sous-tableau, cette partie-là, après l'indice de milieu finalement qu'on avait. Donc on réduit le tableau dans lequel on va faire la recherche. Et ensuite on va reprendre le milieu de celui-ci, donc ce sera ça. D'accord? Ce sera là. Et après vous avez compris le principe. Donc je ne vais pas vous refaire le dessin à chaque fois. Je pense qu'à ce stade vous avez bien compris comment fonctionnait l'algorithme. Vous avez bien pigé le fonctionnement de tout ça. Alors je vais faire la souris qu'entre... Hop. Voilà. On a tout ici. Algo. Donc voilà. Et sinon, c'est l'inverse. C'est l'indice de fin qui est égal à l'indice du milieu moins 1. Pareil pour la même raison, c'est-à-dire que là, ça veut dire que la valeur, c'est-à-dire que l'indice du milieu, est supérieur à la valeur qu'on recherche. Donc en fait, on va être sur la première partie du tableau, donc le premier sous-tableau. Et c'est l'indice de fin en fait qui s'arrête à cette valeur ici, moins 1. Alors mince, j'ai enlevé ce qu'il fallait pas, c'est dommage. Ah oui, j'avais mis une note dessus, d'accord, très bien. Pas grave. Donc on a toute cette partie-là. Hop, solution radicale. Et je repasse ici. Petite sauvegarde et on est bon. Voilà, donc on a calculé le milieu à chaque fois, l'indice du milieu à chaque tour de boucle, tant qu'on a quelque chose à parcourir finalement, qu'il y a des éléments. Si on est tombé sur la valeur, c'est bon, on retourne cet indice. Sinon, si l'indice du milieu est inférieur à la valeur, on prend la deuxième sous-collection, Sinon, on prend la première sous-collection. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a eu ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on a tout parcouru jusqu'au bout, on n'a rien eu, eh bien on peut décider, c'est ce que je disais tout à l'heure, de retourner, parce que c'est quelque chose qui fonctionnera sur tous les langages, moins 1, en considérant que la fonction qui retourne moins 1 veut dire en fait qu'elle n'a pas trouvé l'élément. Donc si on faisait la documentation de cette fonction, on dirait voilà, donc dans la partie valeur de retour, eh bien moins 1 en cas d'erreur, quand l'élément n'a pas été trouvé. Maintenant, comme je vous disais, si vous adaptez cet algorithme à un langage qui a un système d'exception, l'intérêt c'est que vous ne retournez pas en fait de moins 1 ici, juste vous déclenchez une exception, d'accord? Donc sinon, déclenchez une exception, vous pouvez même créer votre propre type d'exception, du style, je sais pas moi, value not found, error, j'en sais rien, peu importe. Et comme ça, en amont, vous ferez votre bloc try catch, pour ceux qui connaissent. Vous essayez donc de faire votre recherche, et forcément, si une exception s'est déclenchée, vous pourrez la capturer et traiter l'erreur en conséquence. Donc encore une fois, ne restez jamais figé sur ce que vous voyez en algorithmie, parce que le but c'est d'avoir du pseudocode qui soit générique pour tous les langages. Mais bien sûr, ça s'adapte en fonction du langage.
pour utiliser certaines fonctionnalités qu'ont des langages et que d'autres n'ont pas. Donc c'est à vous de privilégier tout ça et de bien sûr mettre à contribution vos différentes connaissances. Et nous avons terminé. Donc vous voyez, je vous avais dit que c'était pas très très long. On a ici donc une recherche, alors pas une recherche binaire, une recherche binaire, version itérative. Donc quelque chose qui suffit à ça. Donc ça marche très bien, et encore une fois, dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver des exemples d'implémentation pour voir un petit peu comment cela fonctionne. On passe à la version récursive. Donc la version récursive est légèrement plus courte, mais on va retrouver quand même le même système. C'est juste qu'ici, au lieu de faire des vérifications comme ça, on va directement rappeler en fait la fonction, mais cette fois-ci, non pas en étant donc sur l'ensemble, une borne en fait, les bornes du tableau complet, de la collection complète, mais avec le sous-tableau. Voilà. Donc on va faire rappel à la fonction en lui passant cette fois-ci le sous-tableau dans lequel on va faire la recherche. Donc à chaque fois qu'on va faire les appels à nouveau à la fonction, eh bien le tableau sera rétréci. Donc on va avoir une recherche qui va se faire de manière logarithmique, et c'est-à-dire donc avec de moins en moins d'éléments en tout cas vérifiés. Ok. Alors recherche binaire, ça c'est bon, on va le laisser ici. Donc ça va se passer pareil, hein, principalement. Je n'ai pas besoin de. Maintenant je pense que c'est clair pour le reste. Donc ici on va récupérer différents éléments. Alors par contre, juste point particulier, on est d'accord que dans notre recherche, principalement, c'est de se dire, bon, on a un élément au début, d'accord, de fin, de fin plutôt ici, etc. Voilà. Et qu'en fonction, on peut se retrouver donc avec des choses qui bougent, suivant ce qu'on fait, d'accord, ici. Et qu'à un moment donné, on peut se retrouver avec début et fin qui sont au même endroit. Et si c'est le cas, eh ben on aura un déplacement d'éléments, ce qui fait qu'on va se retrouver à un moment donné avec, par exemple, je sais pas moi, on a par exemple fin qui est ici et début qui se retrouve là. Donc début va être, l'indice de début sera supérieur à l'indice de fin. Là c'est vraiment le point d'arrêt, donc pour le calcul récursif, pour la fonction récursive, pour indiquer que c'est fini. Voilà, on a terminé le parcours. Si on en est là, que l'indice de début est passé après l'indice de fin, c'est qu'on a terminé. Donc c'est ce qui va servir de point d'arrêt en fait pour notre fonction récursive. Si on n'a pas ça, on aura encore une fois un parcours infini, et ce n'est évidemment pas ce que l'on veut. Ici, on va changer déjà la fonction, hein, on va voir pas mal de choses. Vous allez voir qu'elle va un petit peu changer en termes de signature. Là, on passait en paramètre la collection et la valeur à rechercher. Là, en fait, on va en rajouter un petit peu plus. Recherche binaire. Alors, je vais reprendre ça. Ça ne change pas. C'est parti là. Par contre, avant de traiter donc cette valeur, je vais lui passer les bornes de la collection. Donc, on va avoir indice début. Et ensuite, entier, indice de fin. Je vais dézoomer légèrement pour que vous puissiez voir ce que ça donne au complet. Donc voilà comment ça marche. Hein. La collection d'abord, l'indice de début, ensuite l'indice de fin et la valeur qu'on recherche. Donc cette fois-ci, ça change. Pourquoi ces deux valeurs? Parce que l'appel récursif va être fait en passant ces valeurs. Ça nous permettra de refaire la recherche sur un sous-tableau. Sinon, on va devoir refaire la recherche à chaque fois sur la totalité du tableau et ça va pas. Alors lors d'un appel, hein, si plus tard on appelle cette fonction, bien sûr, je vous montre ici en amont, hein, un appel ici, on passerait donc évidemment notre collection, mettons un tableau, une liste, hein, on va changer de liste, voilà, liste triée, on passerait l'indice de début, donc par exemple ça, là on passerait par exemple la longueur de la liste triée, alors on va pas mettre len, on va mettre du pseudocode aussi, quelque chose comme ça, -1 d'ailleurs. Et puis ici la valeur qu'on recherche, par exemple on cherche 16, est-ce que la valeur 16 existe? Voilà comment on ferait l'appel, je vous le montre, normalement vous devriez le comprendre, mais c'est pour ceux éventuellement qui seraient perdus. Donc c'est comme ça que ça se passerait au niveau de l'appel, en tout cas en amont. Ok, on y va pour cette partie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, premier le point d'arrêt, c'est-à-dire que pour éviter les appels récursifs comme ça qui ne s'arrêtent pas, simplement de dire si l'indice de début a dépassé l'indice de fin, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter, on n'a rien trouvé, on retourne -1, ou comme je vous disais tout à l'heure, déclencher une exception selon le langage de programmation où vous adaptez cet algorithme. Et c'est tout, d'accord? On s'arrête là, une simple petite condition, on s'arrête là. Sinon, on a encore des choses à faire, donc on continue. Entier. Comme tout à l'heure, alors l'indice de milieu, je vais copier-coller parce que ça va être la même chose. Hop, pour ça je vous dis, là ça va être vraiment quasiment la même chose.
Et ici, ça va être la même chose aussi. Donc là, on va gagner du temps. Voilà, je vais juste retirer les parties d'avant. Voilà, on va retirer ça, ça et ça. Donc je rappelle, si l'indice de début est strictement supérieur à l'indice de fin, c'est qu'on a terminé tout parcourir, on n'a malheureusement pas trouvé la valeur, on retourne -1 ou on déclenche une exception, bref, on indique en tout cas à l'utilisateur que la valeur ici n'a pas été trouvée, ne fait pas partie de cette collection. Sinon, si on en est à ce stade, c'est que cette fois-ci, on a encore des choses à faire. Comme d'habitude, on récupère l'indice de milieu. Donc là, vous voyez, on n'est pas dans une boucle. Pourquoi? Parce qu'on va faire des appels récursifs. Donc en fait, ce qui fait office de boucle, c'est la fonction. Les appels, en fait, répétés qu'on va faire à la fonction. C'est pour ça qu'on n'a plus cette boucle tant que, je rappelle, on est dans une fonction ici qui va être écrite de manière récursive. Donc on a ça, on recalcule à chaque fois, pas de problème, parce que l'indice de milieu, pourquoi il va changer? Parce que, vous voyez, à chaque fois qu'on va rappeler cette fonction, on ne va pas lui passer les mêmes valeurs ici, c'est ce que je vous disais. Donc forcément, si ces deux paramètres changent, bah, cette valeur-là va changer aussi. Et à partir d'ici, bah, on vérifie les mêmes choses que tout à l'heure. Donc si on est là, bon, ça ne change pas. Ça, c'est comme la version itérative. On retourne directement à l'indice milieu, on est tombé dessus, voilà, on a eu de la chance. Sinon, eh bien, on retourne un appel à la fonction recherche binaire. On passe toujours la collection. L'indice de début, évidemment, il change. Donc c'est cette fois-ci indice de milieu plus 1. Donc si vous comparez, regardez, au niveau de la version récursive, vous voyez, on mettait dans l'indice début, milieu plus 1. D'accord? Ici, comment on va faire un appel récursif? Ben, en fait, c'est ça qui devient l'indice de début. Vous voyez, indice de début, c'est le deuxième paramètre. Donc c'est bien ce qu'on passe en deuxième argument. Vous voyez, c'est logique. Tout à fait logique et qu'on a fait de manière itérative. Ici, ça ne change pas. Donc ça, on n'y touche pas. Indice de fin, et c'est toujours la valeur. Voilà. Sinon, eh bien c'est l'inverse. Comme pour l'itératif, mais inversé. C'est toujours la collection. Ici, c'est toujours l'indice de début. Mais ici, c'est l'indice de milieu. Moins 1. Et enfin, la valeur. Et c'est terminé. Donc vraiment, un peu plus court, mais vous comprenez un peu la logique. Donc si on a une valeur ici inférieure, pas de problème. On dit, bon, on recommence avec un appel récursif, donc à recherche binaire, mais non plus de 0 à longueur de la collection moins 1, mais de cette partie à l'indice de fin. Donc par exemple, 17 à, enfin cet indice-là à l'indice de fin. Vous voyez, on aura donc ici début qui sera mis là et fin qui sera mis là. Donc ça aura changé. Hop, je vous mets quand même petit schéma. Voilà. Début, fin. Et donc notre appel récursif, il sera fait là, ici. Sur ces bornes-là. Donc ça change. Et ainsi de suite, jusqu'à se retrouver, comme je vous disais, avec début qui est supérieur à fin. Si vraiment on n'a pas trouvé, hop, on aurait donc quelque chose comme ça. Il ne va pas me le prendre en compte. Alors, bien sûr. Ah, bravo, il veut pas. Enfin, en gros, vous avez compris. Voilà, des fois, j'avais dû faire une mauvaise option. Donc d'avoir encore une fois début qui est là. Ce sera le point d'arrêt. Le jour où on trouve ce scénario, indice de début qui est après l'indice de fin, peu importe où d'ailleurs hein, dans la collection, c'est notre point d'arrêt pour la fonction récursive. Très important, hein, c'est toujours la règle principale. Quand vous faites une fonction récursive, il faut un point d'arrêt. Sinon, bah forcément, elle s'appelle en boucle et votre algorithme ne s'arrête jamais. Et on en a fini avec tout ça. Donc j'espère qu'il n'y a pas forcément d'erreur, parce que bon, là, le problème entre guillemets avec le pseudocode, c'est qu'on ne peut pas le tester à l'exécution ici. Donc s'il y a une erreur quelque part, on ne le verra pas ici. Mais normalement, bon, d'après les explications que je vous ai données, si j'ai pas dit de bêtises par rapport à ce que je vous ai dit à l'oral, ça devrait être tout bon. Je vérifie quand même vite fait pour être sûr, enfin être sûr. En tout cas pour me dire que ça a l'air d'être ok, mais par rapport à ce que j'ai dit. Parce que parfois je peux dire quelque chose et en fait j'ai écrit pas du tout la même chose, ça m'est déjà arrivé dans certaines vidéos.
Donc je préfère vérifier. Donc vous voyez, indice milieu plus 1, on le retrouve là. Et ici, on est pour fin indice milieu moins 1. Donc c'est pour ça qu'on le passe ici en troisième argument. Donc ça correspond à chaque fois. Et toujours avec ce calcul qui est refait ici. Donc on a ce qu'il faut. Je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça aurait été suffisamment clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour ceux qui voudraient voir quelques exemples d'implémentation, encore une fois, tout est dans la description de la vidéo. Et sinon, si vous voulez l'appliquer dans un langage en particulier, alors bien sûr, il y a des langages qui utilisent déjà ces algorithmes-là et qui ont déjà des fonctions ou des méthodes de recherche. On n'a pas besoin de tout réinventer, mais on est dans de l'algorithmie. On est là pour voir ou revoir certains algorithmes. Donc si vous voulez vous entraîner, vous exercer, rien ne vous empêche bien d'adapter, finalement, de porter ça même dans un langage moderne et de voir un peu comment ça fonctionne et surtout de l'adapter avec des fonctionnalités propres au langage pour avoir quelque chose d'encore peut-être plus efficace par rapport au système de recherche. Je vous dis à bientôt en tout cas pour d'autres vidéos d'algorithmie. Ciao.